Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec Marie Messina de Perfect Lovers, ou comment concilier management et art contemporain. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Un de nos référents éthiques que vous connaissez bien maintenant sur Radio Présence. Marie Messina est à vous. En vous écoutant, j'ai l'impression que les entreprises où vous intervenez, il y a déjà beaucoup d'éthique. Parce que se poser ce genre de questions, essayer de faire que les gens se parlent, qu'ils échangent des idées, etc., c'est quand même pas très courant. Exactement. En fait, les managers et les dirigeants avec lesquels on travaille sont forcément des managers qui sont sensibles au bien-être de leurs équipes, nécessairement. Sinon, ils viennent pas nous chercher. C'est des gens qui ont conscience déjà des soucis qu'il peut y avoir dans leur équipe, ou qu'on peut encore faire mieux dans la qualité de vie de leurs équipes, et qui viennent nous voir. Donc oui, ils ont ce sens éthique. En tout cas, ils ont cette bienveillance de penser pas uniquement en termes de performance, mais de penser aussi en termes de qualité de vie des équipes. Donc c'est a priori des entreprises qui marchent plutôt bien, où il n'y a pas de problème majeur. C'est plus difficile pour une entreprise qui a de réels soucis de prendre le temps de réunir des équipes et de prendre ce recul. En fait, c'est les principaux freins qu'on rencontre, c'est prendre une journée, 2 journées, voire plus, pour se poser les bonnes questions et peut-être pour se remettre en question au final. Donc effectivement, plus on est dans la difficulté, plus on se replie sur soi et plus on a du mal à prendre ce recul. C'est pareil dans la société, c'est pareil à titre individuel, dans une entreprise, c'est pareil. Donc c'est plus difficile de les convaincre d'y aller. Ils sentent qu'ils auraient besoin d'y aller, mais de faire le pas, c'est plus difficile. Mais certaines oser le dire, oser le dire, oser le faire, oser se confronter à une équipe quand ça va mal et qu'on risque d'avoir des retours un peu difficiles à entendre. C'est plus difficile, mais c'est encore plus nécessaire que dans une entreprise qui fonctionne bien. Est-ce qu'il peut y avoir des règlements de compte parfois? Vous avez assisté à des bagarres? Alors, pas des bagarres, mais des tensions. Alors, on est dans le cadre professionnel, donc quand même, les gens savent où ils sont. Oui, bien sûr. Et font quand même attention. Mais on a des tensions, et il faut qu'on ait des tensions dans ces moments-là. C'est vraiment le moment où il faut lever les tensions. Donc oui, ça arrive, des claquements de porte. Ça arrive. Mais le DRH qui se lance dans une démarche comme celle-là, ça veut dire qu'il a des valeurs, qu'il a de l'éthique, etc. Mais c'est pas forcément partagé par tous les gens qui sont en face de lui. Il y a des gens qui ont dans la tête des modèles de fonctionnement d'entreprise qui sont pas forcément ceux-là. Exactement. Alors, c'est un travail qu'on mène aussi. L'idée, c'est il faut quasi que tout le comité de direction partage cette éthique et partage ses valeurs pour qu'on arrive à mobiliser les équipes, les managers là-dessus. Il m'est arrivé de travailler pour une direction bicéphale avec un manager convaincu qu'il fallait entendre les équipes, qu'elles avaient des choses à dire, qu'elles pouvaient même être très pertinentes sur l'organisation de l'entreprise, etc. Et puis son associé qui voulait rien entendre de tout ça et qui pour lui était dans un modèle managérial plus traditionnel, pyramidal, où le patron exige et les collaborateurs exécutent. Aujourd'hui, je crois que cette pyramide, elle peut être renversée dans certains contextes. Parfois, elle gagne à être renversée. Si tout le monde n'est pas d'accord. Ça veut dire que c'est la révolution, quoi. Et les acteurs de la révolution, normalement, c'est pas ceux-là. C'est vrai. Mais cette révolution, elle est lente. On peut y arriver. Nous, on décide de travailler en mode colibri, petit à petit, peut-être sous forme d'une contamination positive. Et on peut y arriver parce qu'on a aujourd'hui les retours des équipes quand même qui vont bien quand elles sont entendues, écoutées, reconnues. Mais est-ce que vous avez eu des réactions d'opposition, des réactions du type attendez, les bisounours, c'est pas pour nous, ça. Oui, on a exactement cette formule quasi. Les bisounours, c'est pas pour nous. On est une entreprise, on est là pour faire du profit, des résultats, et on n'est pas du tout là. C'est pas le Club Med, voilà. C'est ça. Ben oui. C'est pas le Club Med, voilà. Après, nous, notre rôle, c'est d'essayer de convaincre que mieux les équipes se sentent, plus elles sont efficaces, et que c'est au service de l'entreprise au final. Et votre plus beau souvenir, Marie, parce que oui, vous devez en avoir. Oui. Le plus beau souvenir, je vais citer l'entreprise parce que ça a été très médiatisé, c'est le Poult. Le travail qu'on a mené dans la biscuiterie Poult.
pour répondre à votre question, Pierre-Yves, effectivement, c'est une entreprise qui est en Midi-Pyrénées notre référence en matière d'entreprise libérée, qui a su co-construire avec l'ensemble de l'équipe de l'usine de Montauban une nouvelle manière de manager, une nouvelle manière de s'organiser. Donc, c'est une équipe qu'on a pu embarquer dans un projet ambitieux avec une artiste qui s'appelait Maëva Barrière. Et c'est vrai que c'était un des plus beaux souvenirs parce qu'on a eu des opérateurs sur chaîne, les DRH, des responsables de recherche et développement sur ce projet. Plus de 40 personnes ont travaillé sur ce projet, 70 ont été impliquées. Et cette équipe a bénéficié à l'issue du projet d'une reconnaissance nationale. Ils sont montés au ministère, ils ont été reconnus par les ministères, ils ont pu témoigner à échelle nationale. C'était très valorisant pour les équipes, à titre individuel, et puis aussi très valorisant pour le savoir-faire de l'usine. Pierre-Yves, une autre question. C'est plus que de la communication, en fait. C'est parce qu'il y a des entreprises, enfin des consultants qui essaient de résoudre des problèmes de communication. Là, vous essayez de toucher à l'organisation de l'entreprise, à un modèle d'organisation. Vous remettez en cause quelque chose que beaucoup peut-être considèrent comme acquis, ad vitam. C'est quand même une démarche qui est à risque quand même malgré tout. Oui, c'est une démarche qui est à risque. Après, on a la foi, on a cette foi que les équipes sont les mieux placées pour penser la manière de s'organiser. C'est-à-dire que parfois, il y a un décalage de vue entre la direction, la gouvernance et ce qui se passe sur le terrain. On pense que les équipes peuvent avoir des idées. Ils vont pas forcément tout décider, mais au moins leur laisser la possibilité de s'exprimer. Oui, on y croit. On croit en cette force. Alors, je vais employer un gros mot qu'on entend beaucoup en ce moment, la disruption. Est-ce que vous faites de la disruption ? Une certaine forme, oui. C'est-à-dire une certaine forme de disruption, oui. C'est-à-dire que vraiment, on peut penser les choses complètement autrement. C'est sûr que d'aller chercher un modèle de réorg dans le travail de Dali, on est dans la disruption la plus totale. Après, on voit qu'elle porte ses fruits aujourd'hui. Donc, c'est pas possible partout avec tout le monde. Voilà. Alors, c'est ça que je trouve complètement passionnant dans votre démarche, c'est justement l'irruption de l'art. Oui. Parce que là, on est dans le symbolique, vous l'avez dit. On n'utilise plus le langage verbal habituel, on est dans un autre monde. Alors comment ça se vit ça ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont totalement hermétiques à l'art, notamment l'art contemporain. Ouais. On est dans un autre monde, mais on est dans le monde de tous les possibles, en fait. Et c'est ce qui nous intéresse dans l'art contemporain aussi. C'est le monde où on peut tout inventer, où il n'y a pas de censure. Et ce parallèle, il est important pour nous. C'est-à-dire que l'échec n'existe pas. Un échec, c'est juste une recherche sur laquelle on peut s'appuyer et construire. Une erreur, un échec n'existe pas. Et tout ça, même si on est hostile à l'art contemporain, la démarche artistiques, ils y sont sensibles. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah ouais, tout est possible, on peut tout inventer, l'artiste part dans cette direction, il fait des liens entre des choses qui n'ont rien à voir ensemble, et ça peut être intéressant, même en matière d'innovation. L'exemple que je vous donnais de Poult, aujourd'hui, on a des gens qui n'étaient pas du tout dans l'équipe recherche et développement, mais qui aujourd'hui pensent un nouveau produit parce qu'ils sont passés par ce travail artistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est possible. Et on rebondit sur la question de l'erreur, elle est hyper importante pour nous. Il n'en existe pas. Il n'y a pas d'erreur. Est-ce que vous arrivez à lever des freins, à faire tomber des barrières sur un plan à la fois professionnel et personnel ? Alors, personnel et professionnel, tout à fait. En fait, on a rencontré des personnes très attachantes dans certaines entreprises qui nous ont dit ça a vraiment changé notre vie. La perception qu'avait ma femme de moi a changé. Aujourd'hui, j'ai le droit de rentrer dans la cuisine. Elle me fait confiance. Ça, à titre personnel, les gens prennent confiance en eux sur certains sujets, se sentent capables de... C'est complètement l'objectif. Se sentent capables d'inventer des choses et de construire des choses auxquelles ils n'avaient pas du tout pensé en amont. Et sur le plan professionnel,
on perçoit très sensiblement, et les clients nous le renvoient, une forme d'engagement qui n'existait pas avant, une envie d'y aller, une forme d'engagement, de confiance en soi et de « je suis capable de ». Et quand le « je suis capable de » se combine avec 12, 20, 100 « je suis capable de », on peut vraiment déplacer les choses. C'est important le mot, le terme que vous employez, la confiance en soi. Je crois qu'en fait, tout part de là. Tout part de là. La confiance en soi et la confiance en les autres. Pierre-Yves, une autre question. C'est du développement personnel, finalement. Une forme de développement personnel, parce qu'en fait, ça impacte à la fois l'efficacité de l'équipe et aussi, à titre personnel, l'individu qui a participé. Mais vous pensez que ce modèle, actuellement, est généralisable, ou alors c'est réservé à quelques entreprises qui sont un peu en pointe en matière d'éthique, genre Poult, etc. C'est complètement généralisable à condition d'avoir envie d'y consacrer un petit peu de temps. La question du temps, elle est essentielle. Il n'y a rien qui se fait comme ça avec une baguette magique. Il faut y passer du temps. C'est généralisable à condition d'avoir des dirigeants moteurs. Ouverts. Qui ont envie d'y aller. Sinon, Ça suppose qu'ils n'aient pas le nez dans le guidon. Exactement. Faire un pas de recul et penser à soi et aux autres. Mais c'est une nouvelle forme, on parlait de team building au début de cette émission, c'est une nouvelle forme de team building. Il y a quelques années, c'est vrai, on le disait, il fallait aller au front, il fallait se surpasser, il fallait faire des séminaires dans la neige, pieds nus et en caleçon. Aujourd'hui, c'est plus trop ça, on est plus dans... C'est plus trop ça. C'est vrai que dans les années 80, beaucoup de team building étaient axés autour de la performance et de comment on se surpasse. Moi, j'y suis pas du tout favorable parce que ça met en difficulté certaines personnes quand on rentre dans l'entreprise et qu'on n'a pas voulu sauter à l'élastique, comment on est perçu par les autres. On est vraiment, nous, sur une modalité où tout le monde se sent bien, où on est dans une zone de confort et on peut être créatif, disruptif et inventer des nouvelles formes, même dans une zone de confort. L'idée, c'est pas de mettre mal à l'aise les gens. Et c'est vrai que je crois aujourd'hui, les entreprises d'ailleurs font appel plutôt à des formes de team building qui ont pour objectif de souder, de créer de la convivialité et du sens. Ils sont en recherche d'engagement, de sens pour leurs équipes. Perfect Lovers. Vous allez changer de nom. Oui, on va changer de nom. C'est le mot lovers qui, à un moment ou un autre... Oui, on a eu voilà, l'amour était important pour nous, l'amour des managers et avec leurs collaborateurs, c'était très important. Mais aujourd'hui, comme on est vraiment axé sur la dimension collective, c'est la force du collectif qui nous intéresse, on va appeler l'entreprise Collective Pulse. Voilà, c'est la dynamique d'équipe qu'on croit être la force de l'entreprise aujourd'hui. Voilà, une nouvelle impulsion. Vous nous rappelez votre site internet, Marie, s'il vous plaît. Alors, c'est http://www.perfectlovers.fr. Voilà, merci à vous. Merci pour votre témoignage et votre bel enthousiasme et votre énergie. Merci à tous les deux. Merci à vous, Pierre-Yves. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple. entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.